Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, on partage le direct. On partage, on partage. Vous savez que il est important pour nous de... on commence quand même s'il n'y a pas trop de temps, même si c'est une fois par semaine, on essaie de sortir parce que plus les choses se précisent, plus il faut éclairer la lanterne du peuple camerounais, c'est très important. Euh, Toujours un plaisir d'être avec vous, hein, toujours un plaisir. Vous me manquez énormément. Je sais ça, je sais que je suis un peu très absent, mais c'est pas grave, ça va s'arranger. Et c'est mieux qu'on soit absent pour maintenant, pour être plus disponible, plus libre pour vous dans les mois à venir. C'est très important. Euh, j'ai voulu, il y a tellement de trucs à dire, et je me suis dit, il faut que je trouve un petit temps, qu'on partage ce moment ensemble. Mais j'ai suivi, ça n'a rien à voir avec la politique, on va revenir pour le cas du Cameroun, mais j'ai un petit commentaire à faire, franchement, sur la politique internationale. Je vais faire ma part de lecture. Vous savez, je suis très intéressé par les questions des relations, des relations internationales, ça m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, dans les cadres de mes projets, ça m'intéresse beaucoup. En fait, c'est la situation du monde, hein. Aujourd'hui, comment ça évolue, le bloc occidental et le bloc qui est en déphasage avec l'Occident. C'est la question sur la Russie qui m'intéresse beaucoup. Vous savez que depuis, la Russie est victime de toutes les attaques que sortent, hein. Parce que quand la Russie a décidé de faire la guerre en Ukraine, elle le faisait pour sa survie. Et la plupart des stratèges et de politologues qui le savent ont compris véritablement que c'était inévitable. Même si ce n'était pas Poutine qui était à la tête de la Russie, quel qu'en soit un autre leadership qui a pour souci de voir la survie de la grande Russie, ne pouvait pas manquer d'anticiper par rapport à cette guerre. Parce qu'on a essayé de prendre, ils ont essayé de prendre l'Ukraine comme un proxy pour attaquer justement la Russie, pour l'imposer. Parce que c'est la Russie qui permet aujourd'hui d'avoir un monde multipolaire. Et vous allez voir que l'assistance, euh, parle-nous des documents que Salomé vient de publier. Moi, je sais pas, hein. Moi, je sais pas quel document Salomé vient de publier. Moi, je sais pas, je suis pas au courant. Franchement, dites-moi, je suis pas au courant. Informez-moi, je suis pas au courant. Et en même temps, si c'est les questions des guerres internes dans le combat, moi, évitez-moi dans ce jeu-là. Je suis fatigué. Si c'est les guerres internes, moi, je suis fatigué. Si les gens pensent qu'il faut toujours rester dans la petitesse, alors de se programmer, rester dans nos fragilités et nos contradictions, au lieu de bâtir ce qui nous réunit, moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si c'est un document pertinent, qui parle de la vie politique, de notre, vraiment, n'hésitez pas de partager avec moi. Ceux qui ont mon inbox, n'hésitez pas de m'envoyer ça. Mais si ça concerne des questions internes, de combat, de discussion, de débat, franchement, évitez-moi, je ne veux plus ça. Personnellement, ça fatigue et ça prend beaucoup d'énergie. Voilà. Vous êtes le peuple, vous pouvez avec votre raison, votre raison critique, vous pouvez juger par vous-même. Voilà. Moi, mon cas, je soutiendrai toujours tous ceux qui iront dans le sens de construire pour notre combat. Ok, quand je l'ai dit, je vais revenir vite fait sur l'actualité. Et alors, ils ont tout fait ostratiser Poutine. Ils l'ont écarté, ils l'ont même instrumentalisé, la Cour pénale internationale, croyant que Poutine était un... parce qu'ils le présentent aujourd'hui comme un paria, et croyant qu'il était comme un président de, je sais pas, de l'Afrique, où on peut arrêter ou bien on peut l'arrêter comme on veut, et tout, et tout, et tout. En fait, ce qui m'amuse aujourd'hui, c'est que ce type, les gens ont pronostiqué que ça devait être difficile pour la Russie. Mais moi, je disais, je discutais avec certains, je dis, mais écoutez, si vous écoutez la presse, hein, les Occidentaux, pour eux, Poutine n'existe plus, il est déjà mort, hein, ce sont ses soucis. Vous allez vous tromper dans l'analyse objective de la situation qui prévaut aujourd'hui. Ce type ne peut pas engager une guerre quand il sait que ça peut retourner contre lui. Et aujourd'hui, la guerre a repositionné la Russie au centre du monde. La preuve en est que, je ne sais pas, et moi j'ai l'impression, et c'est pour ça que les premières données
la guerre en Israël contre la Palestine, il y a beaucoup, certains, moi je ne veux pas l'affumer, on a tout fait de chercher, est-ce qu'il n'y a pas la main de la Russie derrière? Mais on n'arrive pas à trouver ces implications. Mais moi je suis convaincu que la Russie, d'une manière ou d'une autre, a dû instrumentaliser le Hamas. Pourquoi? Via l'Iran. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'Iran et la Russie ont un partenariat très solide. D'ailleurs, aujourd'hui, le président iranien se retrouve en Russie. Et pourquoi cette stratégie? Parce que c'est Mao Tse-tung qui n'était pas vraiment un très grand stratège de la guerre, mais qui disait ceci: lorsque nous sommes en guerre, et que c'est une guerre prolongée, pour affaiblir l'ennemi, ou bien pour couper l'attention autour de l'ennemi, de l'adversaire, il faut ouvrir d'autres poches de guerre. Et vous avez vu que dès que la guerre, une autre guerre était ouverte au Moyen-Orient, qu'est-ce que ça fait? Tous les soutiens de l'Ukraine, tout le monde en a abandonné. Hein. Zelensky a des difficultés, même dans son pays aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent qu'on doit le remplacer. D'ailleurs, il y a le gars, le chef d'état-major, là, le gars est plus plébiscité par rapport à Zelensky. Les Américains ont bloqué le financement par rapport à ça. Et la guerre dans le Moyen-Orient a repositionné la carte. Pourquoi? Parce que Poutine a toujours refusé d'avoir une politique de suivisme adossée à celle des États-Unis. Voilà pourquoi l'Europe est en train de perdre son leadership. Parce que l'Europe est, même si les États-Unis n'ont pas raison, même si elle a raison, elle est adossée de manière systématique et automatique. C'est pour ça qu'on veut tuer Mélenchon. Parce que Mélenchon est le seul homme politique qui essaie de dire à Macron en France, ou bien dire à la classe politique que ce que vous êtes en train de faire, c'est une erreur. C'est pour ça qu'on veut le tuer. Les gars se sont adossés à la politique américaine. Et qu'est-ce qui se passe? Les pays arabes estiment que, en fait, ces gens jouent contre eux. C'est plus des partenaires crédibles. Regarde comment on a reçu. Et regardez, allez voir les vidéos. Poutine, lui qui est menacé d'être arrêté parce qu'on a instrumentalisé la Cour pénale internationale. Mais regardez comment l'Arabie Saoudite, un pays très allié aux États-Unis, un pays allié aux États-Unis, pas à l'époque, mais c'est vrai que depuis un certain temps, les relations quand même, il y a un peu de froid dans leurs relations. Mais allez voir comment ils ont reçu Vladimir Poutine. Allez voir comment il a été reçu. Allez voir les avions de guerre où les pays ont laissé que Poutine puisse traverser leur territoire avec les avions de guerre pour l'accompagner. C'est parce qu'il a gagné une certaine notoriété et une crédibilité. Et c'est le médiateur incontournable. Et les autres sont dépassés. C'est la seule personne aujourd'hui avec qui on peut discuter de manière sérieuse pour faire aboutir son pays. C'est une vraie... Donc quand je vois certains panafricains, ou bien, pas panafricains, pardon, je m'excuse, c'est un faux africain estimer que la collaboration stratégique des pays africains avec la Russie est comme une nouvelle, un nouveau système de colonisation. C'est une idiotie, c'est une imbécilité. On se bat chaque jour à vous expliquer. En Afrique, nous n'existons pas encore en tant qu'État. Mais nous devons profiter des fragilités qui existent dans le système international pour nous positionner. Et c'est pour ça que je salue le génie des présidents du Mali, du Niger et du Burkina Faso, qui ont compris qu'avec la faille qui existe, ils devaient signer des partenariats stratégiques avec des puissances militaires qui sont en déphasage avec la politique occidentale pour sortir finalement de l'influence française. Et c'est ce qui est en train de marquer. Et dans les jours qui viennent, les pays de la zone Sahel, bientôt, vont sortir leur monnaie. C'est encore des rumeurs. Mais bientôt, ils ne seront plus adossés au franc CFA. Parce qu'ils ont travaillé cela. Donc, ce n'est pas une fatalité ce que nous vivons en tant que pays africain. Il faut juste avoir non seulement la vision, mais l'audace et aussi comprendre la subtilité du fonctionnement des relations internationales. C'est très important. Et je ne pense pas que la Russie peut avoir le comportement des pays hégémoniques de l'époque.
Je ne pense pas. Même pour sa survie. Même pour la survie de la Russie. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas se comprendre. Elle ne peut pas. Parce qu'elle sait que le refus des Africains, des Français, c'est à cause de leur condescendance, leur mépris, les insultes envers les Africains qui ont amené la majorité des Africains, l'opinion africaine, à refuser de ce partenariat. Donc, c'est que les Français appellent le sentiment anti-français, non, c'est la réponse du peuple africain face à la politique française menée en Afrique contre les intérêts des Africains. Ils soutiennent des dictatures, des gens qui martèlent le peuple, des gens qui tuent le peuple, qui affament le peuple. La France soutient, la France organise la dévolution de pouvoir dans nos contrées, et ça choque plusieurs. Après 60 ans, on ne peut pas continuer à demander aux Africains de réciter la notion de la démocratie qui n'est qu'une grosse escroquerie, alors que la France sait très bien quels sont les mécanismes sur lesquels elle peut appuyer, activer, pour mettre en difficulté les grabataires à la tête de nos États, si elle veut collaborer avec des populations. Mais parce que ces individus sont là pour protéger leurs intérêts, pour les galvaniser et doivent entretenir. C'est pour ça qu'à un moment, il y a des générations qui ne pourront plus être d'accord avec cette vision de voir le monde, cette façon de fonctionner, qui donc sont prêts à traiter avec d'autres partenaires pour s'en défaire de l'influence française. Et c'est ce qui se passe. Voilà donc Poutine qui montre sa puissance. L'Occident est abattu. Ils sont dépassés, malgré toute la menace. Le gars était accompagné par 4 avions de guerre, dont il était en guerre. Quelqu'un tape, fou, missile, il bombarde seulement. Il ne s'amuse pas. Allez voir comment il a été accueilli. Oh, vous avez vu la vidéo du président allemand qui s'est rendu là-bas. Il a dû attendre au pied de l'avion pour qu'une autorité vienne le recevoir. Mais Poutine, allez voir les voitures. Allez voir tout ce qui a été déployé pour accueillir un homme avec grand H. Parce qu'il est clair. Vous voulez diaboliser-le. Mais nous autres, tant que ce monsieur pose des actes qui permettront de respecter au moins notre humanité, nous le respecterons. Vos politiques là, surtout vous la France, tant que vous n'allez pas changer ça, vous aurez des conséquences. Et pour le cas du Cameroun, Olingue allait rendre visite à Paul Biya, vous avez vu non? Mais quand il s'en va rendre visite à Paul Biya, après qu'il ait rencontré Macron, tu ne te poses pas les questions sur le timing. Je te dis que la politique, hein, ce n'est pas seulement le visuel là. Pour structurer son analyse, il y a des éléments sur lesquels il faut s'accrocher. Le temps, les signes, la gestuelle, le discours, etc. C'est quand il finit de rencontrer Emmanuel Macron qu'il est reçu directement à Yaoundé. Donc tu comprends que Macron a apaisé. Comme Macron l'a légitimé, Macron a demandé à Yaoundé qu'il faut le recevoir. C'est notre gars. Même s'il a donné l'exemple au peuple camerounais. Peut-être c'est un homme gradé. Maintenant, on peut passer à autre chose. C'est bon. Les gens me disent, moi je supporte Olingue. Je le supporte. Contrairement à vous, moi je le soutiens toujours. J'ai mes raisons. Parce que je suis de ceux qui pensent que la politique ne doit pas seulement rester dans sa dimension idéaliste. Elle a aussi un côté réaliste. C'est très important. Et pourquoi je le soutiens? Moi, j'estime que
ils n'avaient pas la même ressource mobilisée comme ceux de la sous-région pour s'attaquer de manière frontale à la France. Peut-être ce n'est pas lui qui va mener ce travail. Il doit peut-être poser les bases qui permettront à une autre génération de le construire. Parce qu'il est conscient que la sous-région en Afrique centrale, tous, ce sont les France-Africains. La majorité. La France a supplié. Elle a supplié. Soit tu te tais. Le bien qu'ils m'ont voulu. On les a menacés, ils sont obligés de faire main basse. Parce que dans cette sous-région, la France a les pays sur lesquels elle compte pour déstabiliser d'autres pays qui ne vont pas s'arrimer. D'ailleurs, la Centrafrique ne vous renseigne pas. Le gars de la Centrafrique n'arrive pas à dormir. Chaque jour, on veut renverser son pouvoir parce qu'il a osé dire non. Et laisse-moi te dire que les renseignements centrafricains disent là où est organisée les opérations de déstabilisation, si ce n'est pas le Tchad, c'est le Cameroun. Et la dernière déstabilisation armée contre son pays, c'était organisé à l'est du Cameroun. Lorsque les soldats centrafricains voulurent entrer au Cameroun pour pourchasser ces rebelles, ils ont affronté un refus catégorique des autorités camerounaises d'entrer pour pourchasser les rebelles de Bozizé. Or, Bozizé est retourné en Centrafrique par l'appui non seulement de Museveni, mais de la France et de Paul Biya. Tu entends ça? Tu entends ça? Pourquoi? Parce que la France a un deal secret avec les autorités camerounaises, d'ailleurs avec Paul Biya, que lui, étant conscient, parce qu'il fait partie du système français, Paul Biya n'est pas président à la tête du Camerounais parce que les Camerounais ont voulu, mais c'était par l'imposition de la France qui l'ont imposé face au refus catégorique des proches collaborateurs du premier président Amadou Ahidjo, qui estimait que Paul Biya n'avait pas l'épaisseur pour gérer les Camerounais. Mais sur imposition de la France, Amadou Ahidjo a dû modifier la constitution pour permettre au premier ministre, qui était Paul Biya, qu'après lui puisse être président de la République. Un coup d'état scientifique. Donc Paul Biya est plus conscient, contrairement à d'autres personnes, à la capacité de nuisance de la France. C'est pour ça que Paul Biya peut refuser d'aller dans des rencontres, que ce soit en Afrique, que ce soit même à New York, un peu partout. Mais il sait que l'une des rencontres qu'il ne faudra jamais rater, c'est des rencontres qui se font à Paris. Quand Paris le convie. Même sur le poids de son âge, Paul Biya doit trouver tous les moyens et s'y rendre à Paris. Parce qu'il sait que c'est Paris qui donne le pouvoir. Et donc, dans l'héritage, excusez-moi de parler, ce sont des transitions. Je vous amène comme ça, je suis allé de la politique générale. J'ai parlé des relations internationales, mais je vais vous amener sur le but pour lequel nous devons parler ce soir. Donc, tu comprends la transition. Ne dis pas que faire du coq à l'âne. Il y a une transition dans ce que je fais. Tu comprends l'implication de la donne politique mondiale et ce que nous vivons. Donc, tu as compris, si tu m'écoutes depuis le début, tu comprends dans la transition. Donc, pour bien être conscient donc, et que la France n'a pas intérêt d'ouvrir un autre conflit en Afrique centrale. Et la France étant consciente de l'émancipation des peuples camerounais. Parce que d'ailleurs, dans les documents classés secrets aux Élysées, nul n'ignore la capacité des peuples camerounais, qui ne commence pas aujourd'hui, mais qui a commencé avec nos prédécesseurs, nos pères fondateurs,
qui non seulement luttaient pour la libération de notre patrie, mais ont aidé les autres pays à se libérer. Renseignez-vous avec l'UPC. L'UPC a formé tous les cadres, la majorité des cadres en Afrique. Pour ceux qui livrent beaucoup d'histoires. Tu peux au Tchad, on va te dire que les Camerounais ont aidé pour la libération, pour l'atteinte de l'indépendance. En Centrafrique, au Congo, en Guinée, au Zambie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, même où je sais même un deal là. Il y a un repère, il ne vit plus. Un journaliste qui a profité de la lutte de l'UPC pour avoir sa fortune. C'est un remède journaliste qui m'a donné le topo. Mais je ne cite pas les contemporains. Le journaliste là ne vit plus. Les Mandela l'ont remercié. Oh, c'était pas lui, c'est qu'on avait confondu. Il a utilisé juste son nom, parce qu'il avait le même nom de un des pères, pas père fondateur, un membre puissant de l'UPC, qui à l'époque était allé, qu'on avait envoyé, aider les combattants en Afrique du Sud pour se libérer de la domination étrangère. Mais le type, lui, il était mort par après. Mais il y a un répé là, hein, père à son âme, il ne vit plus. C'est un aîné, il a aussi fait sa part pour la lutte. Le gars a profité de son nom, on lui a donné, il avait toute une ouverture là-bas, on lui a donné beaucoup de moyens. Tu entends ça? Mais pourquoi les autorités sud-africaines faisaient? Parce qu'ils reconnaissaient la force et l'engagement du peuple camerounais pendant le combat. La force idéologique, la formation politique. Et la France est consciente, ils le savent. Ils savent la capacité de nos peuples. D'ailleurs, pourquoi les Ivoiriens, les vrais patriotes, aiment les Camerounais? Parce qu'ils savent, après la chute de Laurent Gbagbo à la tête de la Côte d'Ivoire, où Ouattara a commencé par une répression démesurée pour tuer tous les derniers résistants, pour empêcher l'expression des libertés, pour empêcher. C'est le Cameroun qui a repris le relais du combat du président Laurent Gbagbo. J'en suis témoin et j'en fais partie de ces acteurs. J'ai vu des anciens ministres venir nous remercier pour le travail que nous faisons. J'ai connu. D'ailleurs, à l'époque, j'avais été invité en Côte d'Ivoire. Subtilement, on est entré là-bas. Quand on voulait nous remercier, c'est un fidèle à Laurent Gbagbo. Et la politique donc de la France, pour le cas du Cameroun, c'est qu'elle estime que le gouvernement ou bien le leadership de ce pays-là, qui permettra à la France de garder son influence dans la sous-région, elle sera forcée de travailler avec. C'est pas pour rien que Paul Biya présente son fils à Macron. Mais la présentation est claire, c'est pas une présentation aussi simple. Macron connaît Franck Biya. Il sait que Franck Biya existe, ils se connaissent. Franck Biya est un Français. D'ailleurs, il a ses locaux à Nice, au sud de la France. Il est connu par les autorités françaises. Macron a ses notes d'information sur le fils du président. Donc ils se connaissent. Même les lobbying qui se mobilisent là. Parce que les gens qui travaillent autour de Paul Biya, les conseillers sont les conseillers français. Ils ont tout le rapport en France. Pourquoi? Parce que la France estime que nos pays, c'est une extension de leur territoire. D'ailleurs, c'était comme ça dans la Constitution. Hein, dans leur Constitution. Les pays d'outre-mer, dans la Constitution, l'article 8 française de l'époque, c'est une extension territoriale. Hein, française. Donc il faut veiller. Et donc avec tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, elle n'a pas intérêt d'ouvrir un autre front en Afrique centrale. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encadrer les dictatures. Même si cette dictature doit tuer, marteler, ou bien affamer les peuples, tant que l'intérêt de la France prévaut, il n'y a pas de souci. On ferme les yeux. Maintenant, pourquoi de temps en temps, Macron peut avoir certains discours pour flatter certains naïfs? C'est qu'elle sait quand même qu'il y a une bataille de l'opinion. Que le peuple n'est pas un culte sur le plan politique.
Donc, et elle sait qu'elle ne maîtrise pas toutes les données. Il peut y avoir des surprises, comme ce fut le cas du Mali, du Niger et du Burkina. Parce que la politique aussi n'a pas l'exactitude. Tu entends ça? C'est pour ça que je vais te dire ce soir, t'inquiète. Ils vont tout faire, tous les chiffres, mais t'inquiète. Je t'ai dit, le titre c'est quoi? Le grand soir. Tu vas comprendre. Même s'il n'est pas d'accord avec Paul Paul, sur le plan humain, même s'il estime que Paul Biya est vieux, mais pour lui, pour eux les Français, le plus important, est-ce que celui-ci peut garantir notre influence dans la sous-région? Si oui, nous le maintenons et nous faisons avec son fils. Tu entends ça? C'est pour ça que lorsqu'il est présenté, Paul Biya le présente. Le discours de Paul Biya à Macron, s'il advienne que demain, je disparaisse de la surface de la terre, comme tu as fait sur le cas du Tchad, voilà celui que tu imposeras au détriment du peuple camerounais. Le peuple n'a rien à dire. D'ailleurs, on n'est pas en démocratie dans nos contrées. Vous savez comment ça se gère. C'était ça le message. Tu entends ça? C'était ça le message. La première dame a fêté son anniversaire, la femme de Paul Biya, ses 53 ans, il y a quelques jours. Vous aviez vu les photos. Elle avait son mari, qui lui est président de la République, qui lui a le pouvoir de vie et de mort sur les Camerounais. Mais surtout qu'il y avait une inimitié qui existait entre elle et le fils. Parce qu'elle peut se contenter, parce que son mari a le pouvoir. Elle peut estimer, s'il a le pouvoir, j'ai le pouvoir. Parce que lui et moi, nous formons une seule chair. Oui, c'est le fils qui doit. Mais allez voir, dans l'image, comment elle ramenait le fils. C'est parce qu'elle sait que le pouvoir qu'a son mari ne s'exerce plus en lui, parce que le pouvoir ne s'exerce plus dans un corps inerte. Le pouvoir en lui a besoin de la vigueur. La matérialisation du pouvoir doit se faire dans un corps dynamique, pas dans un corps inerte. Parce que l'âge de son mari ne permet plus à l'homme d'exercer ce pouvoir. Tu entends ça? Donc, comme le pouvoir ne peut plus résider en l'homme, qui est physiquement affaibli, et d'ailleurs, son mari est porté par la sénélite. La sénélite, c'est quoi? C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Tout le monde va passer par là. Pour tous ceux qui vont arriver, c'est pas une insulte. Donc, on n'insulte pas le président. C'est le dysfonctionnement des cellules cérébrales causé dû à la vieillesse. Ça s'explique scientifiquement et biologiquement. Plus vous traversez, c'est une grâce. Tout le monde n'atteint pas ça, c'est une grâce. Mais la science et la biologie expliquent que lorsqu'on atteint cet âge, on part à la retraite. On prépare son repos éternel. On n'a plus de la vigueur. Et la science explique que pendant ce moment, tu as donc le dysfonctionnement de tes cellules cérébrales. Donc tu ne peux plus réfléchir comme un jeune de 50 ans ou 60 ans. Il y a un affaiblissement des cellules. Et dans ces paramètres, le pouvoir ne peut plus s'incarner à toi. Il veut partir. Parce que tu montres les signes de fragilité envers ton peuple. Et un président faible ne rassure pas son peuple. Le peuple doit penser à autre chose. Mais comme le pouvoir ne doit pas partir ailleurs, il faut qu'il s'incarne quelque part pour qu'on l'exerce. Ils ont donc décidé de prendre le fils. C'est pour ça que quand la première dame tire le fils, alors que le père est là, le fils, lui, il aime bien jouer à la discrétion. Il aime faire croire aux gens qu'il n'est pas intéressé sur ces choses.
Vous voyez qu'on le tire, il est même très mal, il est mal à l'aise. Mais le tire, pourquoi? Parce qu'elle sait que le pouvoir qui est investi sur le père, ce pouvoir doit dorénavant s'incarner au fils. Donc le fils a quand même une certaine décision. C'est lui de manière légitime et héréditaire qui doit pérenniser le pouvoir de papa. Et d'ailleurs, dans le plan de papa, celui qui devait contrôler son héritage politique, c'est le fils. C'est pour ça qu'on est obligé de leur réconcilier. Après l'élection 2018, où il y a une fragilité, on a dit à son fils, si tu continues dans cette dérive, si vous continuez cette inimitié entre toi et la femme de ton père, vous allez perdre totalement le pouvoir parce que toi-même tu en profites. C'est pour ça que le fils décide de se sédentariser au Cameroun à partir de 2020. Il décide de séjourner au Cameroun, d'être à côté de papa, de suivre papa, de prendre les choses en main. Mais derrière, il ne faut pas menacer maman, la femme du père, qui a joué son rôle à l'entretenir, à entretenir papa. Donc, reconnaissez sa position et sa zone d'influence. Comme ça, on assiste à une stabilité du pouvoir au niveau familial. Donc, quand elle montre cette photo, c'est de dire nous sommes unanimes autour de papa, de Paul Biya, autour de mon chéri, son fils, tous nous sommes unanimes. Voilà l'image qu'elle reproduit. Donc, même s'il n'en vient que demain, c'est le fils qui prenne le pouvoir. Moi, en tant que mère, belle-mère, parce que nous avons travaillé pour lui remettre ce pouvoir, il ne pourra pas se comporter n'importe comment. Tu entends ça? Donc, pour le cas du Cameroun, ce que tu dois savoir, et qui est une réalité, c'est que le chef de l'État ne gère plus ce pays. La preuve en est que, quand tu vois les actes, les dossiers, les documents qui circulent dans les réseaux, tel maire, tel dément, ça explique. Les constitutionnels peuvent vous rassurer dans ce sens-là. Ça explique seulement que la tête de l'État n'est plus gérée. Que le patron n'est plus là. Et ceux dont on a donné la délégation du pouvoir essayent de l'exercer d'une manière de... Mais parce que les groupes qui existent savent ce qui se passe, chacun refuse la décision de l'autre parce qu'ils savent qu'en réalité, le boss ne contrôle plus rien. Mais toi, tu vas me dire, mais pourquoi ça? Ça ne fragilise en rien. Toi, tu crois que ça va? Ça ne fragilise en rien. C'est une stratégie de manipulation pensée par Paul Biya. Quand il était lucide. Écoute ça. Ce qui se passe, c'était prévu par Paul Biya. Tu ne comprends pas. Laisse-moi boire de l'eau. Attends, je t'explique. Ce qui se passe actuellement à la tête du Cameroun est une stratégie purement pensée par Paul Biya et ceux de ses stratèges. Le premier but, ils savent, et Paul Biya savait qu'à un moment, vu la vieillesse, il devait être fragile. Mais pour avoir le contrôle de son pouvoir, il ne fallait surtout pas, parce que la plus grande menace de Paul Biya aussi, la peur, c'est de l'intérieur. Si ça implose, c'est dangereux pour lui. Comme au Gabon. Donc, Paul Biya a passé sa vie à gérer le Cameroun par une politique de division. C'est du machiavélisme. En tout cas, c'est l'un des livres de son chevet. Machiavel explique quoi? C'est tout le réalisme. Moi-même, personnellement, j'aime Machiavel. Hein. C'est quelqu'un que j'aime bien. Personnellement, je l'aime bien. Tu vas dire que machin... Non, non, non.
c'est pas du cynisme. Machiavel fait du réalisme politique. Mais malheureusement, d'autres pervertissent. Machiavel a étudié la psychologie humaine. Et il dit face à la psychologie humaine, si tu veux tel truc bien, tu t'adaptes à ça. C'est comme Robert Greene qui le fait aujourd'hui très bien, avec les lois du pouvoir. C'est pareil, c'est pas cynique. Mais c'est le réalisme, c'est la réalité de la psychologie humaine. Lorsque tu vas asseoir la domination, il te dit, s'il faut convoquer la morale, à cet instant, convoque. Si, on n'a pas besoin de la morale, tu ne convoques pas, c'est le réalisme. Et qu'est-ce que Paul Biya fait? Paul Biya sait très bien que pour se maintenir au pouvoir, et c'est ce qu'il a toujours fait, il faut diviser. Non pas seulement les Camerounais, mais diviser les membres de son gouvernement. Parce que le jour où ils parleront d'un même langage, son pouvoir sera en difficulté. Tu entends ça? Toi, tu n'as rien compris. Écoute. La Bible, pour ceux des chrétiens là, qui sont là, qui nous écoutent, je ne vais pas arracher votre ticket pour le paradis. Je vous ai toujours dit que j'aime la Bible parce que la Bible aussi a des enseignements. Tu comprends un peu, non? Donc, sur le plan moral, qui peut vraiment nous enseigner. La Bible dit que le peuple, c'était dans Genèse, Israël se mettait ensemble, les Israélites se mettaient ensemble et décida de construire la tour de Babel pour atteindre Dieu. Une vision. Ça veut dire que le peuple, pour une fois, a décidé de regarder dans une même vision, dans une même direction. Et c'était une menace pour Dieu. Et ils ont fait une telle structure. Nous allons atteindre Dieu. Pour la première fois sur terre, où l'humanité, les hommes décident de s'entendre. Dieu lui-même, Dieu, Père Dieu, hein? Dieu, créateur des hommes, des humains, de la terre, du ciel, de l'univers. Lui-même compris que ça là, c'est une menace contre moi. Oui. Même si je suis le créateur, il veut aller où? Ouf, je vais les diviser. Tu entends ça? Dieu le Père, celui que tu pries là. La Bible dit qu'il a confondu. C'est quoi? Pourquoi? Parce que Dieu sait que le jour où les hommes se mettront ensemble, seront d'accord, ils pourront atteindre des sphères incroyables, intouchables, insaisissables. Il avait compris ça. Que dans l'union, dans l'entente, dans la solidarité, il y a une puissance à l'intérieur qui pouvait renverser la hiérarchie de sa domination. Et il comprit qu'ici, il fallait mettre la confusion, c'est-à-dire la division. Et on divisa le peuple. C'est l'histoire, c'est une histoire biblique. Et pourquoi la division? Parce que vous ne comprenez pas. Donc, Paul Biya a intérêt que les membres du grand gouvernement puissent être divisés. Ne pense pas que ça ne participe pas de sa politique. Les réseaux fractionnels qui existent, ces conflits qui existent, c'est une politique pensée et implémentée par Paul Biya. Il ne faut jamais l'entendre entre les membres du gouvernement pour mieux consolider mon pouvoir. Je t'explique. Attends. Pourquoi? Au lieu de se concentrer, parce que le malheur de notre État, le responsable s'appelle Paul Biya. En réalité, si on était sérieux, tous ensemble, c'est pour ça que j'ai des problèmes avec les tribalistes. C'est la plus bêtise humaine. Cette indécrottable obsession sur la question de la tribu révèle du cynisme politique. C'est un cynisme sur le plan politique. Cette obsession sur la question de la tribu.
On a mobilisé le tribalisme pour évacuer les questions essentielles de notre nation et ramener les périphériques au centre du débat, qui n'ont rien à voir sur la situation quotidienne du peuple camerounais. Et les gens tombent dans ce piège. Le responsable du marasme et du désordre de notre pays s'appelle Paul Biya, c'est personne d'autre. Si on avait pu mobiliser toutes nos forces ensemble, c'est que Paul Biya ne serait plus président de la République à l'heure où je vous parle. Mais qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui maintient Paul Biya? C'est les contradictions, les fragilités qui existent entre nous en tant que Camerounais qui permettent de garantir la domination et le pouvoir de Paul Biya. Le jour où vous le comprendrez, vous auriez transcendé quelque chose. La libération du Cameroun commencera. Petite querelle, la diaspora a toujours vous disputer, étouffer l'autre. L'autre n'a pas fait ça. C'est quoi? L'autre peut enlever le talent que tu as. Ouf! L'autre ne sera jamais Stéphane Toubou. Et Stéphane Toubou ne sera jamais l'autre. Mais ce que je reconnais dans l'autre, c'est que l'autre participe et contribue à l'édification d'une société nouvelle au Cameroun. Donc l'autre n'est pas un ennemi, n'est pas un adversaire, mais un allié. Je dois célébrer l'autre. On n'est pas en concurrence. Il ne prendra pas mon territoire. Oui. Et vous voulez, ouf, déchirez-vous, bagarrez-vous, ouf, on n'est plus là. On n'est plus là. C'est terminé ça. Nous là, notre réflexion, comment on va faire en 2025 ou avant que les 30 millions de Camerounais puissent goûter à un nouveau soleil. Voilà notre prière. Ouf. Tu veux que tu sois malhonnête, c'est ton problème. Le peuple va te juger. C'est votre problème. Soyez fake, c'est votre problème. Chacun joue dans son couloir. C'est ce que nous faisons là. L'exigence, la façon dont nous sommes exigeants avec ceux qui gèrent ce pays. Nous le serons pour tout le monde. Pour tout le monde. On sait qui va en profiter du fruit et qui ne va pas en profiter. On sait ceux qui sont... qui ont une duplicité, on les connaît. Même si politiquement, on doit aussi faire la politique. Parce que la politique aussi, c'est un laboratoire d'hypocrisie. Ouais, c'est ça. Tu ne sais pas ça, c'est ça. Combattant, combattant, c'est ça. Ouf. Est-ce que tu es sûr que moi, dans mon cœur là, je te reconnais comme combattant? Mais je le fais. Parce que je dois vivre le conformisme qui s'impose. Donc, il laisse se diviser. Pourquoi? Parce que Paul Biya sait très bien que les rapports humains par essence sont conflictogènes. Au lieu de vous battre pour l'idéal, vous allez vous concentrer sur les rapports conflictogènes qui existent entre vous. Donc c'est ce qui se passe au Cameroun. Au lieu que les gars pensent ensemble à mettre des mécanismes qui nous permettront d'avoir un État qui sera soucieux de son peuple. L'autre camp dit, c'est Ngongo mon adversaire. L'autre camp dit, c'est Motazé mon adversaire. Ils se mangent et se bagarrent entre eux. Entre-temps, le père, le fils ne prend pas position. Il n'est l'ami de personne. Il est à distance. Et il laisse les gens se battre. Parce qu'en fin de compte, lorsqu'on va appeler de son arbitrage, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ok, si vous voulez que tout ceci cesse et que tout revienne à l'ordre, vous êtes obligé de me faire allégeance parce que je ne suis impliqué dans aucun groupe. Or, c'est le même qui utilise ces groupes.
l'arrestation à Mungoubelinga, vous croyez que le secrétaire général là n'a pas reçu les ordres? Vous croyez que tout ce qu'il fait là, vous croyez que les poches là, Chantal ou bien Frambia, ne savent pas ce qui se passe? Vous croyez qu'ils ne savent pas, tous les stratèges qui sont autour là? Mais regardez ce qu'ils ont laissé faire croire à l'opinion. On a laissé faire croire à l'opinion qu'en fait le malheur de Amougou Belinga, c'est Ngongo qui veut sa tête. Peut-être il y a des inimitiés qui existent, mais ces inimitiés ont été créées par Paul Biya. Il appelle, il discute avec l'autre, il dit exécute-toi. C'est le même Paul Biya qui avait demandé à Esso d'arrêter Ngongo, de l'interpeller. Pas qu'il a dit directement. Il est passé par son DCC. Et tout le monde sait que le DCC est bon. C'est le directeur quand même du cabinet civil du président. Les questions civiles, c'est lui, direct. Donner une certaine crédibilité. Et les gars de Sceaux a demandé à un juge de l'interpeller. L'autre allait se plaindre. Paul Biya dit, ah bon, il n'y a pas de problème. Mais Paul Biya sait très bien que pour qu'on puisse interpeller un de ses proches collaborateurs, il doit donner un mot. Parce que pourquoi tu te déplaces quand tu es proche de Paul Biya doit signer, doit donner une autorisation. Mais il ne l'a pas fait. On est dans un jeu de manipulation. Et Ngongo pense que ses adversaires, ce sont les autres. Maintenant, chacun, ils sont en train de bagarrer entre eux pour se maintenir. Chaque bloc, c'est fait exprès. Parce que dans la lutte, ça lui va permettre donc de faire jaillir un individu qui, lui, se présentera comme étant celui-là qui n'a pas... D'ailleurs, Frambia s'est toujours présenté comme celui-là qui n'a pas de... Quand je dis Frambia, ce n'est pas pour vous dire que c'est lui qui sera président de la République, hein, d'ici peu. Mais ça prépare son chemin. Ce qu'on est en train de faire, on est en train de baliser le chemin. Mais tant que Paul Biya vivra, ils vont faire ce que Bouteflika a fait. Tant qu'il vivra, il sera président de la République. Ça ne vous dérangez pas. D'ailleurs, c'est pour ça que Frambia ne peut rien bousculer là maintenant. Parce que s'il bouscule, ça risque de mettre en difficulté. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens disent non, non. Ce qui se passe pour le Cameroun est géré par Chantal et Frambia. Chacun sait par quel mécanisme. Et je vous ai dit, le mécanisme institutionnel par lequel Chantal Biya passe pour contrôler le Cameroun, ce n'est pas le secrétaire à la présidence de la République. Et le mécanisme par lequel le fils, Frambia, passe, c'est par le directeur du cabinet civil. Lorsqu'il veut agir sur le plan institutionnel, parce que sur le plan institutionnel, constitutionnel, il n'y a rien, ils n'ont aucune prérogative. Ils sont là parce que l'un est le fils et l'autre est la femme. Mais c'est eux qui contrôlent. Maintenant, pour agir sur le plan institutionnel, par le mécanisme, il faut donc avoir des supplétifs sur lesquels il faut s'appuyer. Pour le cas de Frambia, Frambia s'appuie beaucoup plus sur le DCC pour agir. Et Chantal s'appuie sur le secrétaire général pour agir. C'est pour ça que le secrétaire général est redevable à la direction de Chantal Biya. Mais néanmoins, avec tout ce qui se passe, si on était dans un état sérieux, tout ce qui se passe, on devait interpeller Ngongo. Mais il n'est jamais interpellé parce que tout ce qu'il fait, toute la stratégie qui est déployée, c'est en réalité la préparation d'un individu qui viendra finalement consécuter ou bien neutraliser tous ces efforts par après. Mais entre-temps, pour garantir le pouvoir de Paul Biya, il faut jouir ou bien en profiter de cette contradiction qui existe au sein du gouvernement. Ils ne doivent pas être unanimes. Parce que le jour où ils seront unanimes, alors ils décideront finalement de renverser. Pour que Olengi puisse prendre le pouvoir, parce qu'il le savait, et beaucoup le savaient déjà, qu'on devait prendre le pouvoir. Il y avait un schéma. Il a fallu donc entrer en négociation. Lui qui était l'aile de camp d'Ali Bongo, la garde rapprochée, lorsqu'ils ont planifié le truc, ils étaient obligés donc de ramener beaucoup de corps. Et lorsqu'ils ont donc senti qu'il y avait beaucoup de corps qui étaient partants dans ce projet, ils se sont dit, ok, ce que nous attendons, si le monsieur décide de se maintenir, nous passons à l'assaut. Maintenant,
sur le sens du partage, parce que c'était à discuter, tous étaient unanimes par rapport à ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu une armée qui s'est levée pour protéger le président de la République, parce que ça s'est discuté. Et Paul Biya, pour se maintenir, ne pourra jamais accepter qu'il y ait cette cohésion, cette unanimité exister entre les membres de son gouvernement. C'est pour ça qu'il va toujours prêcher la division. Ils vont toujours, tous les stratèges, même pas Paul Biya, mais toute la stratégie qui a été déployée, ils doivent toujours surfer. Donc c'est un jeu de manipulation. Et je vous l'ai dit, malheureusement beaucoup nous en veulent de tout ça, mais nous sommes obligés de manière objective, peut-être vous le saurez pour plus tard, mais la vérité, vous le saurez. Vous allez nous donner raison par plus tard. L'arrestation d'Amougou Belinga. Amougou Belinga, vous devez l'être, c'est le prisonnier de Paul Biya. C'est le prisonnier personnel. On a instrumentalisé l'assassinat de Zogo pour le mettre dedans. Parce que Amougou Belinga, à un moment, a pensé renverser le régime. Il est en corruption. On les a tous écoutés. En réalité, ceux qui voulaient déstabiliser, même qu'on fait croire que c'est les autres, mais non. Ceux qui voulaient déstabiliser, et ils sont tombés. Donc, ils ont utilisé dans d'autres services pour mettre. C'est pour ça qu'il ne peut pas sortir. C'est un lieu. Même tout ce qui se balade là, c'est qu'on a voulu remettre en avant les apports de ce que le monsieur a fait pour consolider le pouvoir de Paul Biya lorsqu'il a utilisé son média pour amplifier le tribalisme, où la plupart des chefs, des chefs de ces localités, parce que Amougou, lui versait l'argent un peu partout, sont allés plaider pour sa libération. Et sont même allés dire que c'est de l'acharnement contre la personne d'Amougou Belinga. D'autres ont même présenté le tribalisme, que c'est les Bamileke qui veulent véritablement qu'on casse notre homme fort, notre homme d'affaires. Mais ils n'ont pas compris que c'est au-delà, c'est pas question de tribalisme. C'est au-delà, Paul Biya s'en fiche pas mal. Lui, le tribalisme, il va l'utiliser le jour où il veut consolider son pouvoir. Donc c'est un type cynique. Son registre est foncièrement cynique. Mais Amougou Belinga est le prisonnier de Paul Biya. C'est pour ça qu'il ne pourra pas sortir. Laissez cette histoire. Et d'ailleurs, pour preuve, quand vous êtes quand même sûr que vous subissez une injustice et que finalement, le boss vous rendra grâce et que la justice se prononcera, parce que lui dit qu'il n'est pas impliqué dans cette histoire. Mais arrêtez de les garder, pourquoi? Parce qu'il doit dénoncer tous ceux. Il doit collaborer. Il doit dénoncer tous ceux qui ont été impliqués par le projet de déstabilisation des institutions. Mais lui, il ne veut pas. Pourquoi? Parce que ceux qui ont voulu déstabiliser les institutions lui ont promis qu'ils vont le faire sortir par tous les moyens. Mais c'est difficile, c'est bloqué, c'est grave. C'est le président de Paul Biya. Et la preuve que Paul Biya ne pourra pas le libérer, c'est que le monsieur a tenté à s'évader. Lorsque vous aviez un prisonnier qui pense déjà à l'évasion, sachez que lui-même, il a compris que sur le plan juridique, il ne peut plus. Il a compris que son sort est scellé. Lorsque quelqu'un pense déjà à s'évader d'une prison, ça veut dire qu'il ne fait plus confiance aux institutions judiciaires. Qu'il ne fait plus confiance, qu'il est convaincu que ce qu'il subit, c'est un acharnement politico-juridique. Il est conscient de ça. C'est pour ça qu'il veut fuir. Parce qu'il sait que son sort est scellé. Parce que ce monsieur a été arrêté en fonction du fait qu'il voulait organiser une déstabilisation contre les institutions. C'est tout. Et la preuve, Paul Biya n'a jamais arrêté les gens parce qu'ils ont détourné les fonds. Parce que s'il faut être sincère, ou bien qu'ils ont fait des trucs, etc. Même ceux qui sont en prison pour le cadre des ministres, des directeurs qui sont en prison depuis, non. Ils sont en prison parce qu'à une époque, en 2011, ils font partie de la mouvance qui ont pensé qu'il fallait remplacer Paul Biya à la tête du Cameroun. Voilà pourquoi les Marafas sont dedans. Où on était obligé de fabriquer, je dis bien de fabriquer, des grèves juridiques dans le but de le condamner. Complicité intellectuelle, c'est quoi ça? C'est salade de café de commerce. Mais tu comprends que c'est une épuration politique. Parce que le Dieu, le substitut de Dieu sur terre, n'a jamais imaginé et n'acceptera jamais que les gens puissent penser un seul instant à pouvoir lui succéder. Parce que lui, il a travaillé pour que la succession, son héritage politique soit contrôlé par son fils. Et s'il, de son vivant, n'arrive pas à neutraliser tous ceux qui guettent ou bien qui veulent goûter à cette magistrature suprême, il ne va pas faciliter les choses de son fils. Et dans cet apport, la France donc vient contribuer en puissance. Et la garantie, c'est que
la France, le Cameroun doit permettre à la France de garantir son influence dans la sous-région. Quand vous voyez donc Olangini ou bien ça Olingui être reçu au Cameroun, c'est sur injonction de la France. Tu peux le recevoir. Parce que hier, le type s'est baladé, il est allé en Centrafrique, il est allé au Tchad, il est allé un peu partout en Guinée, partout. Il est même allé au Rwanda, traversé, aller partout ailleurs. Il n'est pas parti au Cameroun. Mais il a fallu qu'il rencontre Macron, que Macron rétablisse cela. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pour ça que j'ai du mal quand des gens veulent nous présenter Paul Biya comme étant un des panafricains. C'est de salade de café de commerce. C'est une grosse escroquerie pour les temps modernes. Ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Ce type est tout, sauf un panafricain. Parce que quand on est panafricain, il y a une démarche, il y a une façon de faire. C'est pas parce qu'il ne brique pas du ponce-pilatisme dans sa diplomatie internationale qu'il est panafricain. C'est faux. Paul Biya a toujours joué à cette politique de ponce-pilatisme. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non. On ne sait pas quelle est sa position. C'est pour ça qu'il y a des puissances qui ne peuvent pas engager de véritables relations avec le Cameroun. Qui ne peuvent pas. Parce qu'on connaît que Paul Biya utilise des entités pour faire le chantage à certaines puissances. Quand il part en Russie, là, c'est pas parce que lui il veut une coopération avec la Russie ou bien croire à la Russie. Jamais. C'est que derrière, c'est des manœuvres politiques pour dire à l'autre, que si tu t'as moi, je vais aller de l'autre côté, donc, regarde-toi. Et la France, ils le savent. C'est pour ça que, pour la survie, la survivance diplomatique et politique de la France dans la sous-région, elle va composer avec tout ce que Paul Biya va présenter. Donc, ce qui se passe, chers Camerounais, ne soyez pas naïfs. Paul Biya sera candidat en 2025. Même s'il est sur le lit, il est un rien, il sera représenté. Tant qu'il aura le souffle, ils vont le voir. Ça, c'est le deal. Parce que Paul Biya, dans tout son deal, c'est qu'il voudrait quitter à la tête du Cameroun lorsqu'il sera cadavre. Voilà le deal et le testament de Paul Biya. C'est-à-dire, ce monsieur veut se retrouver dans un cercueil où il sera en train de narguer avec un sourire narquois. En narguant les Camerounais, je vous ai eu. Bloc, comme on dit souvent. Voilà la volonté de Paul Biya. Il ne veut pas se voir en dehors du pouvoir. C'est pour ça que son fils, sa femme, tous s'attellent. Et ils ne peuvent pas se diviser. Si Franck Biya vient mettre en difficulté Chantal, Chantal trahit tout le deal qui se passe. Et ça met en difficulté les institutions. C'est pour ça que Franck doit aménager. Chantal aussi doit aménager Franck. Parce que dans le deal de la succession, de l'héritage politique, pour qu'elle puisse maintenant s'amuser, hein, se balader partout, hein, avoir tous les shogas, parce que l'autre est fini, il est mort. Mais en jouissant des privilèges que le mari, hein, a protégés. Il faut qu'elle soit en harmonie avec le fils. Parce qu'il n'est pas le seul. Papa a laissé 2 enfants. Et le fils, l'aîné, doit s'occuper des autres. Et doit s'occuper de maman. Parce que d'ailleurs, elle a participé pour que ils arrivent à ça. Voilà le deal. Donc le jour où il va mourir, on va l'imposer. Ne soyez pas naïfs. Mais maintenant, quand je l'ai dit, ça c'est pour chuter, pour finir, parce que j'aime pas durer, il y a tellement à dire. Peuple. Ça c'est le schéma et c'est la stratégie qu'ils ont mis. Mais ce qui est intéressant, toute stratégie a aussi ses failles. Parce que la stratégie peut s'adosser sur des éléments et des indices qu'on a vus. Mais il y a des éléments et des paramètres qu'on ne maîtrise pas. D'ailleurs, c'est parce qu'on ne maîtrise pas certains paramètres, qu'on adosse la stratégie. Mais dans la stratégie, on vous parle toujours des imprévus. Qu'est-ce ça? Parce que si tu m'écoutes là, tu as l'impression que tout est calé. Ils ont mouf. C'est pas un fatalisme. Ils n'ont pas tous les leviers. Même si se neutralisent, se mangent entre eux.
Il y a un autre levier qu'il faut contrôler. Le peuple. Parce que derrière cette stratégie, même ayant le soutien de la France, il ne faut pas oublier que la France sait très bien que les amitiés, aussi fortes soient-elles, ne peuvent pas prévaloir sur les intérêts des États. Parce que si c'était au nom des amitiés, vous auriez des présidents, tu entends ça, qui seront toujours à la tête des États. Et c'est là où ça m'intéresse souvent la France. La France a une duplicité congénitale. Écoute ça. Une duplicité congénitale. Elle peut s'asseoir avec toi, te dire, on est avec toi, on te soutient. Mais en même temps, elle n'est pas idiote, elle n'est pas bête. Parce qu'elle sait qu'elle a besoin de notre ressource. Et si un leadership émerge, arrive à s'imposer, qu'elle n'a pas participé d'une manière ou d'une autre à l'aider, ça risque de mettre en difficulté. C'est pour ça que la France ne se met pas entièrement. Ils peuvent avoir des deals secrets. Mais ces deals secrets ne peuvent que se concrétiser si et seulement si le dernier paramètre, le peuple, accepte cela. Tu entends ça? Je vais donc te dire, il y a des choses, vous dormez, on vous dit, on est derrière moi, on observe. Est-ce que tu sais qu'il y a des politiciens chez Bandit qui sont en train de créer des choses pour 2025? Il y a une certaine coalition. Pas l'autre, pas la nouvelle. Non, ne sois pas pressé. Je ne parle pas de la coalition de Nietzsche. Je ne parle pas de ça. Donc ne tombe pas. Ne tombe pas à 5 ans. Nietzsche, c'est un bon combattant. Je vais parler de ça par après. Mais il y a une autre coalition. Elle est encore embryonnaire. Je sais de quoi je parle. On nomme pas les contemporains. Parce que moi-même, on est venu me voir en Belgique. Mais j'ai fui. On a même fait croire qu'on nous tient. J'ai dit, peut-être vous ne me connaissez pas. Je peux t'écouter, discuter avec toi. Mais tu es sûr que tu as mon cœur. Tu es malade. I not get combi. Donc, il y a une coalition qui s'organise. Mais la démarche, c'est pour phagocyter, étrangler la vraie opposition. Tu entends ça? C'est compliqué. Les histoires de notre pays, c'est compliqué. C'est des aînés, je les respecte. Cette histoire de coalition, on veut encore nous faire des pièges avec cette histoire. Camerounais. Camerounais, soyez sages. 2025 ne doit pas être 2018. 2018 à 2025 nous a assagis, nous a aguerris. Qu'on l'aime ou bien qu'on ne l'aime pas, on sait ceux qui défendent les intérêts du peuple. Tu ne peux pas demander à un champion de venir se coaliser avec toi et il soit derrière. C'est fou, c'est une imbécilité. Tu entends ça? Moi, toute coalition, au Kanto, moi je l'assume parce que moi, pour moi là, c'est mon champion, pour le cas présent. Pas que parce que je suis dans son parti, c'est parce qu'il a démontré qu'il porte nos aspirations. Une coalition qui ne met pas ce monsieur en avant, c'est une escroquerie politique. Tu entends ça? Donc les coalitions qui vont exister là, c'est pour phagocyter l'opposition et pour dire, et pour cautionner si n'importe quoi arrive. Parce que dans cette coalition, je vais te dire, s'il arrive que le vieux là ne soit plus là, les gars vont aller dealer pour avoir leur poste et recontinuer le même système avec le fils. Voilà la vision qu'ils ont du Cameroun. Tu entends? Donc pour moi, oui, je suis d'accord pour une coalition.
Mais une coalition qui ne porte pas Maurice Kamto, je ne suis pas là. Dès que je suis tribaliste, je suis ouf, ça n'a de café de commerce. Mais ceux qui nous écoutent et qui connaissent notre sincérité et notre engagement pour le Cameroun savent que nous le faisons par esprit républicain, pas par esprit villageois. Pas par esprit villageois. Pas par esprit villageois. Tu entends ça? Nous avons prié. Après que l'opposition soit imbécilisée des années par après, nous avons cherché, on n'a pas trouvé. Un homme a pu démontrer, dans le ridicule, dans l'humiliation, la torture, l'insulte, mais il a pu démontrer qu'il n'a pas lâché les aspirations profondes du peuple camerounais. Et tu me dis, du jour au lendemain, que j'accepte une autre coalition portée par quelqu'un qui n'a pas montré ses preuves. Et d'ailleurs, qui est dans des connivences illogiques avec le régime de temps en temps. Ouf! Je ne suis pas là. Donc si tu veux me voir derrière une coalition, mets mon champion devant. Mais allez voir. J'ai aimé la sortie de l'honorable Nitieux. Il faut célébrer ce monsieur. Franchement, il faut célébrer, c'est rare. Moi, je croyais que nous sommes les seuls à avoir ce genre d'esprit. Parce que nous sommes de ceux. Moi, je suis de ceux. Hein. Moi, je m'en fous. Je peux être en compétition. Quand j'identifie que dans la compétition, celui-ci est meilleur par rapport à moi, je dis, frère, je l'ai fait. Pas les histoires que je raconte. Je l'ai fait. Par modestie. D'autres même nous ont trompés par après. Moi, je suis admirateur des compétences. J'admire les compétences. Et au-delà des compétences, j'admire la sincérité. Je donne toute ma confiance. On l'a fait. L'honorable Nitieux, les gens vont se dire, oui, c'est un parti de plus. Mais lui, il a dit, il est clair. Il ne mène pas un parti pour aller se présenter. Il ne veut pas être... Il ne veut pas faire de la fanfaronnade. Il ne fait pas ça. Il dit que son parti va aider pour la coalition des forces du changement. Et le type a été témoin, il dit, franchement, pour les échéances qui arrivent, organisons-nous autour d'un leader. Il n'a pas dit en 2018. Il le dit par rapport. Pourquoi? Parce que pas de la réserve et de la prudence. Connaissant l'écosystème politique, parce que c'est un véreux. C'est un véreux de la politique au Cameroun, qui ne connaît pas Nitieux. Mais Nitieux observant, il a son aura. Ça ne sert à rien de disperser les voix de l'opposition. Nitieux dit ceci. Nous avons un monsieur qui a démontré et qui a plus de notoriété par rapport à nous. Si notre projet est véritablement le projet de faire partie de ce régime, coalisons-nous autour de cet homme et demandons le départ de ce régime. Voilà le discours de Nitieux. Il faut être d'une certaine hauteur politique pour arriver à ça. Et je salue. Il n'est pas resté dans des calculs. Il n'est pas resté dans des deals. Il n'a même pas encore fait de conférence bien avec le MRC. Mais le type dans sa stratégie politique, il dit pour ne pas disperser les voix de l'opposition. Pour que ça n'aille pas dans tous les sens. Si on veut vraiment mettre un coup, organisons-nous. Il y a déjà un leadership. Parce que hier, ce qui a empêché les Camerounais, c'est que le leadership n'existait pas encore. Mais le leadership existe. Accompagnons le leadership. Aidons le leadership. Est-ce que nous allons encore accepter la fripouille politique qui se balade matin, midi, soir pour nous tromper et escroquer nos voix au détriment du RDPC? Il faut cesser ça. Il faut cesser ça. Et ce dernier paramètre, nous Camerounais, si nous décidons ensemble sur le plan politique de construire cette dynamique et cette force, ils ne pourront pas. Ça, c'est une certitude mathématique. Parce que 2025 ne sera pas comme 2018.
Et tous les observateurs le savent. Et tous, je vous l'ai dit, ça ne se prépare pas aujourd'hui. On prépare ça, ça se prépare avant. Et même la France, elle est consciente de ça et elle a peur. Toute l'Afrique regarde ces questions. Qu'est-ce qui va se passer pour le cas du Cameroun? Et c'est le peuple qui doit siffler la fin. C'est pour ça, chers frères, vous amoureux, je dis bien les amoureux du pays, les amoureux de la République, les véritables patriotes, ne tombez jamais sur le piège du tribalisme. Quand on vous insulte, ne répondez jamais à cette insulte. D'ailleurs, je le dis tout le temps, que la minuscule, les libellules là, que ce soit influenceur ou bien machin tube politicard que vous voyez là, qui chaque matin là, tribalisent le débat politique, ils ne sont pas représentatifs de leur tribu ou bien de leur peuple. Parce que la majorité de cette tribu pense qu'il faut évidemment quelque chose d'autre. Prêchons l'amour, prêchons le vivre ensemble, prêchons la symbiose. Ce sont ces éléments qui nous apporteront à la fin. Et je vais nous dire, nous combattants, activistes, pour l'année qui avance, travaillons sur les choses qui vont rassembler, converger les Camerounais et ne pas les diviser. Je le parle. Il s'agit d'une question de stratégie politique. Ne donnons pas à l'ennemi ou à l'adversaire politique de profiter sur certains de nos manquements pour jeter le discrédit sur nous. C'est très très important. L'année qui s'annonce là, travaillons sur les choses qui convergent les Camerounais. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, c'est que j'insiste. Travaillez sur les choses qui convergent les Camerounais et non qui les divisent. Si un sujet divise plus, prenez le recul. Prenons le recul. C'est important. Si un sujet divise notre opinion, notre peuple, prenons le recul. C'est important. Parce qu'il y a des esprits sensibles. Il y a des Camerounais qui se laissent encore manipuler. Aussi vrai que la démarche peut être juste et vraie comme revendication. Mais la méthode ne peut pas être appréciée de tous. Dans un moment, remettons-nous en question. C'est important. Donc la mutualisation de ces forces-là a besoin aussi de la compréhension de certains paramètres politiques pour adosser certaines stratégies. Je ne suis pas là pour donner une leçon de politique ou bien faire de la pédagogie politique. La plupart sont de mes aînés, certains sont mes aînés qui comprennent ces choses. Mais je dis, sachons adapter des stratégies à des circonstances et des périodes. C'est très important, qui vont nous faciliter. Et l'heure est au travail de la convergence des forces et non de la divergence des forces. Portez-vous bien et soyez avertis. Nous sommes là, on va continuer à édifier ce peuple. Bonne soirée. Désolé d'être long. Je ne fais pas souvent trop de directs, mais quand je sors, permettez-moi de m'exprimer. Solidaire. Et force à tous les combattants et les activistes qui travaillent terriblement pour avancer. Mais que la sagesse gagne notre cœur. En 2024. Je vous en prie. Ne versons pas dans des dérives. C'est très important. Parce que le monde nous regarde. Le peuple camerounais nous regarde. Et la brigade anti-Sartinat dont je suis le porte-parole, porté par vous, je le fais tant que je pourrai. Amener le meilleur pour qu'ensemble nous puissions travailler de tout cœur. Pour que finalement brille le soleil dont nous rêvons dans ce pays. Force à nous, le meilleur est à venir. Nous n'allons pas laisser Frambi à gérer ce pays. C'est une certitude mathématique. Bonne soirée.